Notre invité dans la grande interview, c'est Olivier Guittard, président de Sartorius Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en visioconférence, développeur de solutions et de technologies pour l'industrie pharmaceutique. Alors, on va apprendre un petit peu à vous connaître et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de démarrer comme ça parce que c'est vrai que le grand public vous connaît moins, en tout cas moins que les labos pharmaceutiques pour lesquels vous travaillez. Redites-nous un peu finalement, d'abord peut-être pour démarrer, quels sont un peu les grands enjeux, les grands métiers de Sartorius ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci de me recevoir tout d'abord. Sartorius est un partenaire de l'industrie biopharmaceutique. On conçoit et on produit des solutions technologiques qui sont ajustables et flexibles pour les laboratoires pharmaceutiques qui leur permettent de fabriquer des médicaments de manière efficace au quotidien. Pour donner des exemples de médicaments dans lesquels nos produits interviennent, on parle de biothérapie, on parle de vaccins, on parle d'anticorps monoclonaux. Donc, j'ai envie de dire, tous les médicaments, les nouveaux médicaments de nouvelle génération, ce sont les médicaments dans lesquels Sartorius intervient. 14 000 collaborateurs dans le monde, dont 1 200 en France, puisque la société, la maison mère est allemande, 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Assez d'ailleurs équitablement réparti entre les États-Unis, l'Asie et l'IMIA, avec un siège français à Aubagne. Pourquoi ? Alors, c'est historique, on va le dire Oui. comme ça. Sartorius a décidé de racheter le groupe qui était coté, Stedim à l'époque, en 2007. Et donc, de cette fusion qui a été réalisée entre Sartorius et Stedim, a été créé le groupe Sartorius Stedim Biotech, coté sur la place de Paris, qui appartient donc au groupe allemand Sartorius, dont vous parliez précédemment. Avec une maison mère allemande donc, qui est en forme, qui vient de publier ses résultats, 3,4 milliards de chiffre d'affaires en 2021, c'est 47% de plus que 2020, et puis un EBITDA qui grossit de 70%. Est-ce que c'est exclusivement la pandémie justement qui booste ces activités ? Alors, non, partiellement bien entendu, mais dans les, on va dire, 50 points que vous venez d'expliquer de croissance du groupe, on peut se dire qu'il y a une quinzaine de points qui sont liés à l'activité de la pandémie. Une partie forcément, puisque Sartorius croît également de manière inorganique, une partie croît de croissance liée à l'acquisition de sociétés, 5% environ. Oui. Et le reste est vraiment le marché de crise que l'on a vécu, avec des stocks supplémentaires, bien entendu, réalisés pendant ces périodes-là par nos clients. Mais d'une manière générale, c'est plutôt le marché qui nous porte et ce sous-jacent de marché va continuer à nous accompagner dans le domaine de la santé dans lequel on est dans les prochaines années. Et justement, comment est-ce qu'on gère l'après-crise ? Est-ce que déjà, là, c'est une réflexion que vous avez parce que vous allez finir par avoir des investisseurs qui vont prendre goût à avoir comme ça des EBITDA qui sont très largement gonflés liés à des crises. Comment est-ce qu'on réfléchit et comment est-ce qu'on gère justement l'après-crise ? Alors, on continue à investir en fait, et c'est exactement le propos et c'est ce que l'on est en train de faire en France. Quand on parle d'investissement en France, on se dit le Covid a vocation ou pas à disparaître. Pour autant, il nous faut continuer à croître. On a un marché qui est en croissance dans le domaine de la santé, notamment des biopharmacies. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et à ce titre, les produits Sartorius sont des produits qui sont chez nos clients et qui vont continuer à être chez nos clients. On va avoir un sous-jacent de croissance relativement important, très certainement à 2 chiffres ces prochaines années. Et pour cette raison-là, on continue à bâtir. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en pensant à répondre à la crise sanitaire immédiate, mais également au moyen long terme. Bon, votre actualité, c'est aussi en France, en tout cas, ce plan d'investissement qui a été annoncé en fin d'année 2021, 100 millions d'euros d'investissement en France d'ici 2025. C'est quoi l'objectif pour vous ? Alors, permettez-moi juste de rappeler, on est 5 sites en France, Oui. très rapidement. Donc, le site principal historique qui est de Cîteaux-Bagné. C'est 10% de vos sites dans le monde, à peu près, la France, c'est ça ? Pardon ? C'est environ 10% de vos sites dans le monde, la France. Exactement, c'est ça. Donc, un site sur Aubagne, mais également sur Cergy, sur Lourdes et sur Dourdan, et très récemment, depuis une quinzaine de jours, sur Pompéi, à côté de Nancy, là je suis actuellement. Pour répondre à votre question, l'idée de continuer à investir en France, c'est quoi ? C'est une innovation forte sur le territoire français, un savoir-faire important, un centre d'excellence, notamment sur les poches à usage unique, qui nous permet de continuer à croître sur une technologie qui est cœur dans le secteur d'activité dans lequel on est. Et donc, c'est grâce à ces éléments-là, et j'ai envie de dire plus d'automatisation et digitalisation en France, que l'on arrivera à faire la croissance de demain. Vous avez déclaré justement que vous vouliez atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, c'est le double de 2020.
Comment est-ce qu'on fait? Quel secteur vous regardez particulièrement? C'est quoi les relais de croissance ou les secteurs les plus porteurs là, sur lesquels vous allez vous pencher davantage? Alors, bien entendu, on regarde le marché quand on regarde ces éléments-là. Donc, en plus des anticorps monoclonaux, en plus des vaccins, on regarde tout ce qui est thérapie génique, j'ai envie de dire médicaments de nouvelle génération, médecine personnalisée. Et puis, on regarde là où ça se passe également. Ça se passe en Europe, bien entendu, notamment pour les vaccins de manière très importante, mais également aux États-Unis et en Asie, notamment en Chine, puisque la majorité des nouveaux médicaments arrivent dans ces deux pays-là. Et donc, la croissance, elle est tirée par cette croissance géographique, et puis après par une addition de technologies qui font ce que l'on appelle dans notre jargon des solutions que l'on amène clé en main à nos clients. Euh, la, la croissance, vous en parlez, mais c'est une croissance qui va être strictement organique ou est-ce que vous vous interdisez pas également quelques acquisitions dans les semaines, dans les mois à venir? Alors, croissance organique, oui, je l'expliquais, et donc on a ce sous-jacent de marché qui va nous permettre de faire, mais bien entendu, on regarde très régulièrement des sociétés qui nous permettent d'apporter, j'ai envie de dire, une solution complémentaire à notre offre Ouais. globale pour répondre à la problématique des grands laboratoires pharmaceutiques et autres. Bon, l'autre actualité de ces dernières semaines, c'est le rachat de l'activité chromatographie du français Novacep. On va expliquer, bien sûr, dans quel contexte et dans quelle stratégie tout ça la rentre, mais n'étant pas un expert, réexpliquez-nous peut-être ce qu'est la chromatographie d'ailleurs et ce que ça représente finalement en termes d'activité. Alors, la chaîne de valeur d'un laboratoire pharmaceutique est découpée en deux étapes, pardon, on va le dire comme ça. Une phase amont, qui est la phase de préparation et de cultivation des cellules pour fabriquer la molécule d'intérêt dont on a besoin pour récupérer et pour fabriquer le médicament. Et puis la phase qu'on appelle aval dans notre jargon, qui est cette phase de purification pour arriver à l'essence même du médicament. Voilà. Et l'activité de chromatographie est une activité de purification qui permet justement d'arriver à récupérer la valeur ajoutée cultivée pendant le processus de fabrication. Bon, on comprend un peu mieux. Comment ça sert la stratégie effectivement de votre entreprise? C'est quoi les objectifs dans la chaîne de valeur que vous nous expliquiez effectivement? Alors, Sartorius est toujours un leader, voire le leader sur la partie amont, ce que je vous expliquais, ce qu'on appelle dans notre jargon fermentation, mais se développe également sur cette partie aval. Et pour avoir la capacité à répondre d'un point de vue solution au laboratoire pharmaceutique, il nous fallait être présent sur ces deux pans d'activité. Et l'activité de Novacep, bien apporter des produits complémentaires qui nous permettront d'être de plus en plus présents sur cette partie, ce qu'on appelle downstream dans notre jargon. Bon, alors Olivier Guittard, un petit mot sur le cours de bourse. Introduction de Sartorius en France en 2016, on était à une cinquantaine d'euros. 5 ans plus tard, on fait plus que du x10, hein, un plus haut à 550 en septembre. Et alors là, on est retombé à 329. Est-ce que ça reste une bonne affaire malgré tout d'investir chez vous? Alors, le cours de bourse, on le regarde et en même temps, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'important pour nous, c'est nos clients, c'est de regarder la valeur que l'on crée et de regarder le long terme. Je pense que quand effectivement on est actionnaire et qu'on est rentré, comme vous l'expliquiez, en 2016 ou même bien plus tôt encore en 2010-2012, c'est une très bonne affaire. Quand on regarde l'action sur les quelques derniers mois, les valeurs de croissance d'une manière générale ont eu tendance à régresser. Pour autant, avec les perspectives que l'on a, puisqu'on regarde la croissance du groupe Sartorius, on a annoncé une ambition à horizon de 2025 de 5 milliards d'euros. On peut se dire qu'il faut rester sur le titre, il faut rester sur cette création de valeur que l'on va continuer à réaliser au sein de la société pour nos clients, au service de nos clients. Et donc, on pense qu'avec l'activité que l'on a devant nous et le secteur de la santé qui est un secteur très porteur, on sera en capacité de croître et de créer de la valeur. Mais rapidement, comment est-ce qu'on explique malgré tout cette baisse là, sur ces 6 derniers mois? On a perdu près de 200 euros de valeur sur l'action. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, ce que disaient par exemple certains observateurs, que vous étiez un petit peu trop valorisé à ce moment-là? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, de votre côté? On le regarde plutôt comme, encore une fois, comme je vous expliquais, on regarde plutôt la création de valeur, ce qu'on est capable d'apporter. Quand on est un groupe qui apporte 50% de croissance, une forte création de valeur, une croissance, j'ai envie de dire 2022, qui va continuer à être relativement significative. On pense que les sous-jacents sont présents pour créer de la valeur ajoutée additionnelle à notre activité. Et c'est pour ça qu'on regarde plutôt le moyen-long terme quand on parle à nos actionnaires, plutôt que le très court terme. Et c'est quoi la stratégie pour vous avec la bourse à vocation, par exemple, à prendre plus de place dans les mois, dans les années à venir?
Alors, la bourse, elle est importante. Elle est importante, un, pour la visibilité, mais deux, elle est importante pour le financement potentiel d'acquisition demain et ou après-demain. Donc, c'est un levier financier important, au même titre que la dette, que l'on pourrait utiliser en fonction des cibles potentielles. Un petit mot sur la crise que l'on est peut-être en train de terminer. On ne va pas trop s'avancer, bien sûr, mais c'est quoi ça? Quel a été ou c'est quoi le rôle finalement aujourd'hui de votre entreprise dans cette pandémie? Et j'allais presque dire, qu'est-ce qu'elle vous a appris? Est-ce que vous en avez tiré des leçons stratégiques, industrielles, managériales, par exemple? Alors, le rôle, un des éléments fondamentaux pour nous, acteurs de la santé, ben, on s'est senti très utile, bien entendu, dans cette période. Euh, la crise nous a permis de faire en sorte que nos salariés se sentent valorisés dans leur travail au quotidien. Et donc, ça, c'était un élément important. On parlait de santé, ils savaient pourquoi ils venaient au travail et en quoi ils étaient importants au quotidien dans la réponse de la crise sanitaire. Permettez-moi 2 secondes de les remercier tous. Pendant 18 mois, ils ont été en mode crise pour répondre à cette problématique vaccin. Et bien entendu, demain et après-demain, qu'est-ce qu'on va essayer de retenir? Plus de flexibilité, plus d'agilité. On a été capable de répondre beaucoup plus rapidement à certains sujets qui nous prenaient trop de temps par le passé. Donc, on va essayer de conserver ce mode agile et flexible et capitaliser pour mettre en place des processus qui nous permettront d'être plus efficients au quotidien. Justement, vous parliez de vaccination. Beaucoup d'observateurs de ces secteurs médicaux ont dit qu'avec cette pandémie, justement, le produit vaccin, là, le produit vaccination, avait regagné des couleurs, de l'intérêt pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que vous le ressentez également tel quel? Est-ce que là, vous vous dites finalement, oui, peut-être que la gamme vaccination, ça va être des produits qui vont finalement avoir un intérêt particulier qu'ils n'avaient pas jusque-là? Alors, oui, très clairement. Vaccins et autres, puisqu'on parle de technologie, on parle de plateforme, on parle de mRNA, tout le monde est au courant aujourd'hui, c'est ce que c'est et ce que ça représente, mais on peut l'appliquer également à d'autres médicaments, type anticancéreux. Donc forcément, il y a eu un effet accélérateur de cette crise Covid et on pense que ce soit pour le vaccin, mais pour d'autres activités, on va bénéficier de cette mise en lumière. Mais précisément sur la vaccination, est-ce que ça redevient intéressant parce que ça redevient aussi beaucoup plus rentable que ça ne l'a été par le passé? Alors, dans les pays occidentaux, on ne va pas se le cacher, oui, bien entendu. Et donc, c'est quelque chose qui va être regardé plus en amont. Si, encore une fois, le vaccin est efficace, et on parle d'efficacité, c'est le principal sujet, à ce moment-là, il y aura une réponse positive. Et comment, alors vraiment en un mot, mais comment est-ce que vous regardez un petit peu là, ces polémiques qui ont eu cours ces derniers mois sur les chiffres d'affaires records, sur les marges records également de grands laboratoires pharmaceutiques, bien sûr Pfizer plus que dans le viseur, sur ces profits importants réalisés par certains laboratoires grâce à ces produits de vaccination? Est-ce que finalement on se dit, bon, bah, c'est un risque qui est correctement rémunéré ou est-ce qu'au contraire c'est un risque qui est trop rémunéré, survalorisé? Alors, encore une fois, le sujet du résultat dont vous parlez ou du chiffre d'affaires réalisé, pour moi, c'est de l'argent qui est globalement réinvesti par ces grands laboratoires pharmaceutiques. Il faut se représenter le pourcentage de chiffre d'affaires qui est investi, notamment en recherche et développement, 10, 15, 20% en fonction des sociétés, avec un risque important, puisqu'on parle de 10 ans pour développer un vaccin ou un médicament. Ça me semble important, dans tous les cas, que cet argent soit réinséré dans j'ai envie de dire, l'économie de ces entreprises pour qu'on continue à avoir de l'innovation. Et je pense que c'est le sens de ce que font les grands laboratoires pharmaceutiques. Allez, un petit mot pour terminer sur votre vision, j'allais dire un petit peu du marché. C'est quoi les grandes tendances de ces 10 prochaines années, justement, en matière de santé, en matière de recherche? Et puisque vous êtes vous-même français et que vous investissez massivement en France, comment est-ce que vous regardez ça d'un point de vue français? Est-ce que l'écosystème est suffisamment favorable? Est-ce que la recherche, la qualité de la recherche qu'on a souvent louée est toujours aussi optimale? Alors, pour répondre à votre dernière question d'abord, oui, je pense que la qualité de la recherche est bien présente en France. On a vraiment de nombreuses universités, de nombreux instituts qui sont présents et qui sont au quotidien avec les entreprises. Pour y répondre en complément, je dirais qu'il faut peut-être essayer de travailler encore davantage ensemble, faire en sorte que les universités, les instituts, les entreprises collaborent et que l'on passe de ce statut de recherche fondamentale à recherche appliquée et puis à prototypage tous ensemble.
pour faire que la France puisse devenir un pays santé encore plus important demain et après-demain, parce que je pense qu'il y a le potentiel en France, sincèrement. Qu'est-ce qu'on leur demande justement aux candidats à l'élection présidentielle en matière de santé, en matière de recherche? Alors, je pense il faut leur dire qu'il faut faire un focus associé à ça. Je pense que c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui, choisir quelques filières d'excellence. Je pense que la filière santé est vraiment une filière sur laquelle il y a encore de la valeur ajoutée que l'on peut réaliser en France et produire en France. Et donc, prendre des décisions courageuses, d'investir sur ces acteurs-là, majoritairement, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Olivier Guittard, président de Sartorius en France, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Boursorama. Merci Merci à à vous. vous.